Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série de vidéos que je vous propose pour tenter de mettre en œuvre une Raspberry Pi dans l'objectif de mettre en place le module IP1 du cycle 4 de technologie au collège. Dans la première vidéo, nous avons vu comment télécharger les différentes images pour Raspberry Pi, la Raspbian, l'Ubuntumet, puis comment graver ces images-là sur la carte SD. Ceci est donc réalisé. Vous avez donc installé la carte SD dans la Raspberry Pi, branché la Raspberry Pi en HDMI sur un moniteur, démarrer la Raspberry Pi. Alors, pour ma part, je ne peux pas enregistrer la séquence de démarrage de la Raspbian, première distribution que je vais vous proposer de découvrir. Je n'ai pas d'outil d'enregistrement HDMI. J'utilise donc ici un enregistrement sur un ordinateur. Pour faire cet enregistrement, ma Raspberry Pi, je suis connecté sur ma Raspberry Pi en VNC, ici, donc en écran à distance. Je suis sur l'écran de mon ordinateur, la Raspberry Pi est à côté. Je vous proposerai plus tard la possibilité de vous connecter en VNC sur une Raspberry Pi. Ça a différents avantages, entre autres de ne pas avoir d'écran, de laisser la Raspberry Pi totalement autonome. Il y a différents outils très intéressants. Donc je vais considérer que vous ne connaissez pas du tout la distribution Raspbian ou Ubuntumet de distribution Linux. Voilà, vous avez donc ici un écran. La Raspbian est installée avec le gestionnaire de fenêtres GNOME. Vous avez ici ce bouton qui va ouvrir un menu. Alors pour ceux qui connaîtraient un petit peu, on va quand même être très rapidement ressembler au macOS. Alors vous avez ici un certain nombre de menus. On a le premier menu, Programming. Donc vous avez ici tous les outils de programmation livrés avec la Raspbian. Donc deux outils, Greenfoot Java et BlueJ Java, donc qui permettent de faire de la programmation en Java. Mathematica, donc qui est un outil assez compliqué pour faire de la programmation mathématique. Node-RED, donc qui est un outil de programmation qui semble être particulièrement intéressant mais relativement compliqué à gérer, donc qui permet de faire ce qu'on peut appeler aujourd'hui les Internet of Things, c'est-à-dire tous les objets connectés. Deux versions de Python avec outil de programmation, donc je vous proposerai plus tard la découverte du Python pour la programmation des GPIO de la Raspberry Pi, sachant que je présenterai vraiment le plus simple puisque le Python est vu en option ICN au lycée et plus précisément en classe préparatoire scientifique. Les deux versions de Scratch en version 1.4 et Scratch 2. Donc pareil, il sera intéressant de découvrir Scratch 2 pour la programmation en automatisme, comme je vous l'ai présenté sur la première vidéo, si tant est que vous ayez quelques cartes d'automatisme à mettre. Et un certain nombre d'autres outils de programmation en Python. Le menu Office, vous allez là LibreOffice, qui va vous permettre d'utiliser la Raspberry en programmation, en édition de bureau. Le menu Internet, donc on a un certain nombre de ressources. Le navigateur Internet par défaut Chromium, donc qui est une version libre et communautaire du navigateur Google Chrome, un client de messagerie. L'accès aux ressources Raspberry si tant est que vous voulez utiliser un certain nombre de choses, et deux outils qui nous serviront certainement très peu. Des jeux, donc Minecraft, que les élèves connaissent bien, donc c'est un clone libre du Minecraft utilisé sur Windows, et ici un certain nombre de jeux en Python, donc ça peut un petit peu permettre de voir et découvrir la programmation Python. Quelques accessoires. Donc on a ici des choses que vous retrouverez. Donc on utilisera l'éditeur de texte et ici le terminal, nous en avons souvent besoin. Alors ici il y a un petit outil qui est très intéressant, SD Card Copier. Donc on va donc ici, si je lance, on va donc ici choisir la carte SD. Voilà, donc on va choisir la carte SD qui est inclue dans ma Raspberry, donc qui est bien une 16 Go. Copy to device, donc si j'ai une deuxième micro SD, par exemple sur un support USB, je vais pouvoir le mettre dans un des ports USB libres de la Raspberry, je vais pouvoir ici copier cette carte SD. Ça risque d'être un petit peu plus lent que si c'était fait sur un ordinateur, mais cette solution est intéressante puisque on va préparer complètement notre Raspberry, notre carte SD, et donc là, une fois qu'elle sera prête,
prête à être utilisée par les élèves, ça peut être utile d'en faire plusieurs copies, de ne pas recopier, de ne pas refaire cette chose-là plusieurs fois, le faire une fois et faire plusieurs copies, changer le nom à chaque fois de la machine, ce n'est pas gênant, et donc de garder peut-être aussi une image propre pour refaire des cartes SD pour chaque nouvelle séquence, chaque nouveau groupe qui va pouvoir découvrir. Voilà. Donc ça, je vais le fermer. Il faut juste que ma Raspberry réagisse. Voilà, donc je reviens sur le menu. Donc on a vu les accessoires, LED et ici les préférences. Préférences, on va ici souvent revenir dessus. On va pouvoir gérer les applications. Donc on a ici une interface donc, qui permettent par exemple, si je veux revenir sur, par exemple en multimédia, donc je vais chercher et je vais chercher par exemple en multimédia quelque chose qui est souvent utilisé. Voilà, alors à moins que je fasse directement la recherche ici pour aller plus vite. Voilà, donc c'est un petit peu lent. Voilà, et donc j'ai ici l'ensemble des applications de VLC, et donc j'ai ici toutes les applications, le binaire, donc les datas. Il suffit de mettre ici l'application qui m'intéresse, et donc je vois que très rapidement je vais avoir accès à des milliers, on peut le dire, d'accord, plusieurs milliers d'applications sous Linux. Ça, c'est un des gros avantages de Linux, c'est que tout est distribué et on va avoir accès rapidement et simplement à tout. Alors ensuite, dans les préférences, on va pouvoir configurer l'interface graphique, je ne vais pas y toucher. La configuration audio, je vais le laisser. L'édition du menu, c'est toute cette partie là, je ne vais pas y toucher non plus. Je vais peut-être pouvoir changer, mais je le ferai différemment, la configuration du clavier. Et j'ai surtout ici un outil de configuration de la Raspberry. Donc en fait, c'est par ça que je vous propose de commencer, après ce petit tour d'horizon de la Raspbian, de commencer par la configuration de la Raspberry. Il va y avoir un certain nombre de choses à préparer. Donc déjà, je peux changer le mot de passe par défaut. Donc je vous rappelle que ce mot de passe, le nom d'utilisateur, donc si je démarre ici, le nom d'utilisateur il est Pi, et le mot de passe c'est Raspberry. Voilà, donc ça c'est le mot de passe de l'utilisateur. Je ne vais pas le changer, ce n'est pas utile. Je risque d'avoir des soucis par la suite, et de toute façon j'ai pas d'application très sensible sur ma Raspberry. Si les élèves le connaissent, ce n'est pas bien gênant. Je vais laisser un auto-login, c'est-à-dire que quand je vais me connecter, je ne vais pas avoir d'interface de connexion, on va me demander un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ça pourrait être utile si j'avais d'autres comptes à créer, mais je ne vais pas le faire. Cette première page ici, je ne vais pas y toucher. Je vais commencer ici par l'interface. Alors, je vais pouvoir activer un certain nombre d'options de ma Raspberry. Si vous avez investi dans une caméra et qu'elle est branchée sur le port ad hoc de la Raspberry, vous pouvez activer la caméra. Moi je ne le fais pas, je n'en ai pas. Le SSH, donc moi je l'ai activé. Le SSH, ça va me permettre depuis un ordinateur distant de me connecter en interface de commande pour communiquer avec ma Raspberry. Je peux faire un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se contenter de faire en SSH. Par exemple, je peux me suffire d'une connexion SSH si je ne veux programmer que en Python. La connexion VNC, donc moi je l'ai activée. Bien sûr, j'en ai besoin puisque je me connecte à distance de façon. Le SPI, c'est une option de la Raspberry. Je ne vais pas m'avancer dessus, je ne suis pas sûr de pouvoir donner une explication correcte. l'I2C, donc c'est une chose qui peut être intéressante si vous faites de l'automatisme. Le protocole I2C est un protocole qui va être utilisé pour communiquer avec des options sur la carte Groove et sur
sur les options Groove et sur les options MakeBlock, vous avez un certain nombre de composants qui vont communiquer en I2C, qui est une communication série. L'interface série, donc, qui est activée par défaut, donc ce qui permet d'activer l'interface série du GPIO, je verrai ça plus tard. Et la connexion First One Wire, c'est pareil, donc certains détecteurs, je pense à des détecteurs de température, des capteurs de température, vont fonctionner en communication série un fil, c'est une communication un petit peu particulière, je peux l'activer. Je ne m'en sers pas, pour l'instant ce n'est pas utile. Alors le Remote GPIO, ça peut être rapidement intéressant en automatisme. Si je l'active, je vais activer un serveur web et je peux me connecter avec une interface, un navigateur internet sur ma Raspberry Pi à une adresse bien particulière, et à ce moment-là je vais pouvoir à distance activer et désactiver les entrées, enfin les sorties. Je vais pouvoir commander à distance, faire de l'automatisme à distance, donc pour un certain nombre de modules, de compétences de technologie, donc là ça va devenir intéressant. Alors je vais cliquer dans la zone performance, donc là je ne vais surtout pas y toucher, je ne vais pas accélérer ma Raspberry. Ça peut être légèrement intéressant, sauf que là je vais avoir des problèmes de température, ça je n'y touche pas non plus. Je vais travailler surtout sur cette page là. Donc la localisation, ça va me permettre de configurer la localisation, donc de dire dans quel endroit du monde je me trouve. Donc je clique sur cette locale. Voilà, donc je vois que par défaut le langage est en anglais, donc je vais aller chercher le français, voilà, sans me tromper, et le pays, je vais lui dire que je suis en France, que je vais prendre le caractère UTF-8, c'est une page de code qui est le plus utilisé, donc je vais laisser. L'ordinateur va mettre un certain temps, la Raspberry va mettre un certain temps pour régler ça. Voilà, je vais régler ici time zone, donc je vais lui dire que je suis en Europe. Alors voilà ici, alors Europe, voilà, je vais lui dire dans quelle ville je suis. Donc pour toute la France, on va prendre Paris. L'interface. Voilà, je valide. Donc je vais attendre un petit peu que l'ensemble de la connexion se fasse. Je vais changer la configuration de mon clavier. Alors pour moi, avec en VNC, c'est pas forcément gênant, mais ça peut être plus gênant par ailleurs. Donc je reviens, je recherche à nouveau la France ici, et je vais prendre simplement par défaut français AZERTY. Voilà, j'aurais besoin de revenir si je m'aperçois que certaines touches ne fonctionnent pas. Donc je n'ai pas utilisé la configuration du Wi-Fi, je l'ai fait par ici. Donc je valide. Alors il va me proposer de redémarrer, donc ça va poser un problème. Je vais donc le redémarrer, reprendre la connexion, et je reprends la vidéo juste après. Voilà, le redémarrage est effectué, notre Raspberry est configuré pour être utilisé comme des Français, ce qui va nous aider, mais nous n'avons pas tout à fait terminé avec la préparation. Il reste une petite action à faire. Je vais donc lancer ici un terminal que je vais agrandir, et je vais reprendre cette interface de programmation, de configuration ici, mais là je vais le prendre en mode texte, puisque je vais avoir besoin d'une option supplémentaire. Je vais donc taper sudo, ce qui me permet d'exécuter une action comme un administrateur, un super utilisateur. Donc sur Windows, c'est la même chose. Lorsque vous prenez une application, vous cliquez sur le bouton droit et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Donc sous ligne de commande en CLI, sous Linux, ça s'appelle sudo. Donc je vais faire raspi, raspi-config, comme config, et je valide. Je vais donc ici avoir les mêmes interfaces, je vois que j'en ai quand même un petit peu plus, et je vais venir avec les flèches de direction, descendre sur les options avancées. Je valide,
et je vais lui demander d'étendre le système de fichiers. Dans la première vidéo, nous avons vu que ce système de fichiers avait été préparé simplement sur 4,8 gigaoctets. Donc je prends sur les 16 gigaoctets de ma carte SD, je ne prends que 5 gigaoctets. Ça peut rapidement me poser des problèmes pour ce que j'ai à faire, donc je vais demander à la Raspberry de prendre les 16 gigaoctets. Donc je valide, j'appuie sur Entrée. La préparation se fait. Le système me dit que la partition sera ragrandie au prochain redémarrage. Donc je clique sur OK. Avec la touche de tabulation que je choisis finir, j'appuie sur Entrée. Et là, le système me demande si je veux redémarrer. Donc ça, c'est nécessaire. Je vais donc valider le redémarrage. De nouveau, je vais couper la vidéo et reprendre lorsque ce sera redémarré. Voilà. Toutes les actions préparatrices ont été faites. Notre Raspberry est prête à être configurée pour mettre en œuvre ce module IP1. Alors pour ceci, je vais me diriger vers le document que j'ai rédigé. Donc je me suis fait un petit chemin d'accès, donc il est ici. Voilà l'adresse, donc je vous laisse y accéder. Donc je sélectionne tout, je copie cette adresse là, je lance le navigateur Chromium. Voilà. Ici dans la barre d'adresse, bouton droit, coller l'URL et y accéder. Donc le téléchargement se fait. Voilà, donc on est directement sur ce document là. Si d'autres documents ont été publiés d'ici là, je vous laisse le soin de revenir sur ce document là. Lire la suite. Je ne vais pas faire la lecture de ce document là, je vous laisse découvrir. Ce qui m'intéresse moi, c'est ici ce script. Donc j'ai rédigé un script bash, ligne de commande sous Linux, pour entièrement préparer notre Raspberry pour pouvoir être utilisé par les élèves. Donc je vais cliquer dessus. Donc Google Chromium cherche à l'ouvrir, à l'afficher. Il ne peut rien faire, il propose de le télécharger, c'est très bien. Donc il se télécharge ici. Donc voilà. Donc je vais lui demander d'enregistrer. Donc toute cette partie là est terminée. Je fais un petit peu de place. Je vois donc que je suis ici, mon script a été déposé dans le dossier Downloads, téléchargement. Donc ça reste avec ces noms là et je l'ai là. Alors pour pouvoir l'exécuter, je vais passer à nouveau en ligne de commande. Donc je lance un terminal, j'agrandis et je vais aller dans le dossier de téléchargement ici Downloads. Donc sous bash Linux, pour changer de dossier on fait cd, change directory, et on va aller dans Downloads. Donc je tape le début du mot down et en appuyant sur la touche de tabulation, le bash va me proposer la suite du dossier qu'il a reconnu et je tape sur Entrée. Je vais afficher le contenu du dossier, donc pour moi ls, et je vois que j'ai ce dossier installeur. Alors je peux par exemple, par curiosité, l'ouvrir, donc bouton droit, texte editor, et je vais pouvoir le lire. Donc vous avez un certain nombre de choses, vous pouvez le lire. Alors la seule chose que vous pouvez éventuellement changer, c'est ici cette variable là qui s'appelle rasminem. Notre Raspberry en fin d'installation sera renommé en PC ILO 01. Si vous décidez d'installer de cette façon là plusieurs Raspberry, vous pouvez en appeler un 01, 02. Vous pouvez aussi entièrement changer ce nom si vous le souhaitez, donc vous le mettez. Alors en évitant les espaces, en évitant les caractères un peu bizarres, contentez-vous de lettres majuscules, de chiffres et aucun espace, et ici j'ai simplement un tiret. Le plus simple ne posera le moins de problèmes. Voilà, donc je vous laisse, si ça vous intéresse, découvrir un petit peu le contenu du script, rien d'extraordinaire. Donc voilà, alors je reviens ici, je vais simplement demander, donc je vais lancer un interpréteur de commande, et je vais lui dire, donc bash, installeur.sh. Donc le script démarre, déjà il me dit que je n'exécute pas ce script en super utilisateur, ça peut être dangereux, c'est souvent déconseillé. Lorsque j'aurai besoin des droits super utilisateurs, le script me demandera ce mot de passe là.
Je vous rappelle que le mot de passe super utilisateur, c'est Raspberry. Donc on reviendra dessus après. Donc sur la mise à jour, la Raspbian télécharge la description de tous les paquets qu'il y a dans le miroir, va réfléchir, va préparer toute la liste des mises à jour, et là me propose l'ensemble des mises à jour qui vont être faites. Donc je vois qu'il va y avoir une nouvelle version de LibreOffice. Je vois que ici il va y avoir des choses. Donc là, le fichier de configuration raspiconfig va être modifié. Voilà, le Samba va être mis à jour. Donc là, pour l'instant, le téléchargement se fait sans grosse difficulté. Donc j'en ai pour 2 minutes à peu près pour télécharger. Donc la procédure, c'est d'abord téléchargement de tous les paquets qui devront être mis à jour. Ensuite, les paquets, ce sont des archives, vont être désarchivés, c'est-à-dire que tous les programmes vont être remplacés, les anciens vont être remplacés par les nouveaux. Puis ensuite, il va y avoir une procédure de configuration et de mise à jour réelle. Donc, la procédure est un petit peu longue. Enfin, on peut voir que l'avantage avec un système sous Linux, non seulement je vais mettre à jour mon système, mais je vais mettre à jour toutes mes applications tout le temps en permanence. C'est un avantage non négligeable arrivé à un certain moment quand on a des applications un petit peu particulières. Donc voilà, le téléchargement est quasiment terminé. Voilà, donc les 160 mégaoctets de mise à jour ont été téléchargés. Le système va donc maintenant appliquer, décompresser l'ensemble de ces archives. Ça demande un petit peu de travail à la Raspberry. Je vais laisser démarrer le début de la procédure, puis je couperai. Alors pareil, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez avancer un petit peu jusqu'à reprendre le cours du travail. Voilà, donc je vois pour l'instant les paquets sont simplement désarchivés, les nouveaux programmes remplacent les anciens. Donc je vais couper 2 minutes, le temps que toute cette procédure se fait, et je reprendrai la vidéo par la suite. Voilà, alors je suis désolé, je reprends un petit peu cette vidéo après des petits soucis avec la configuration réseau. Voilà, donc l'installation se fait, le script prépare la configuration de Samba, donc Samba qui est le service d'exploration réseau pour les réseaux Windows. Donc les élèves vont pouvoir naviguer d'un poste à un autre et voir des dossiers. Ensuite, je configure un serveur Apache, serveur web, de façon à ce que les élèves puissent visualiser des pages internet d'un Raspberry à un autre. Donc voir un petit peu les différents services réseau que l'on peut mettre en place. Donc l'installation se fait en installant l'ensemble des paquets nécessaires, et donc on pourra essayer de voir et découvrir un petit peu tous ces services. C'est tenté que mon réseau me laisse un petit peu de temps. Donc mes difficultés viennent du fait que 1. Je suis en Wi-Fi et pas en Ethernet, et 2. Je ne suis pas directement sur la Raspberry mais je suis en VNC, et il suffit qu'il y ait des petites complications au niveau du réseau pour que tout soit perdu. Alors, le gros avantage avec Linux, c'est qu'on peut reprendre très facilement la main. Voilà, il y a une petite application à lancer pour remettre de l'ordre dans ce qui a été fait et relancer le script d'installation, et tout reprend là où c'en était.
Voilà, donc la machine est prête, l'ensemble des paquets a été fait, le nom a été fait en Raspberry Loin, donc le changement sera effectif au prochain redémarrage. Je vois que c'est déjà fait parce que ça a planté un petit peu, mais on va déjà essayer de voir l'ensemble des services qui sont proposés. Alors, ici l'explorateur de fichiers, je vais ici aller à, je vais me mettre sur réseau, et donc je vois l'ensemble de mon réseau installé. Je vois que j'ai ici déjà un dossier PC ILO1, donc je me connecte dessus. Alors je risque d'avoir une erreur. Non, voilà. J'ai donc ici deux dossiers. Alors ils n'ont pas été faits au hasard. Je vais rouvrir ici. Je vais dans Documents. C'est pas Documents, désolé, c'est Download. Et je vais regarder ici ce fichier. Je reprends ici. Alors, chose que je n'avais pas dit en introduction, ce script va essayer de vérifier quelle distribution vous utilisez. Donc on va utiliser uniquement une Ubuntu Met 16.04, une Raspbian version 9, celle qu'on est en train de tester, et j'ai mis la Raspbian Dexter Industries version 8, qui est une ancienne version, la Raspbian Dexter Industries version 8 est la version qui permet de gérer les cartes Groove. Alors, donc là j'ai toute l'installation et je vois ici, donc la partie de configuration Samba, l'exploration de réseau. Je rentre pas trop dans les détails de cette configuration là, mais je vois que je crée un fichier, un dossier qui s'appelle web et un dossier qui s'appelle échange. Et donc je vais pouvoir voir un certain nombre de choses. Alors, ce que je peux voir, c'est que si je vais dans web, donc on me demande de me connecter de façon anonyme. Est-ce que je vais être autorisé? Je ne sais plus. Voilà. Je vois que j'ai deux fichiers. C'est pareil, ces fichiers n'ont pas été faits de façon irrationnelle. Je vois ici la configuration, l'étape de configuration de mon serveur Apache, et je crée bien, dans mon fichier Apache, je crée bien un fichier qui s'appelle info.php avec un certain nombre de choses, et donc je vais pouvoir éventuellement l'éditer avec, le visualiser avec un navigateur internet. Je pourrais, dans la procédure, je propose aux élèves de modifier ces fichiers-là et de voir ce qu'il y a. Dans le dossier qui s'appelle échange, ici, donc pareil, je me connecte anonymement. Le dossier est vide, puisqu'il a simplement été créé, et c'est ici que je vais proposer aux élèves de venir déposer des dossiers. Donc on se retrouve un petit peu dans la même configuration que l'explorateur de dossiers et de réseau Windows, peu de différence pour les élèves. Alors, je vais simplement ici lancer mon navigateur internet. Et me connecter donc sur ma machine. Donc là c'est des connaissances réseau qu'il faut avoir. Donc je me connecte sur la machine locale, localhost. Voilà, pardon. Donc il apprécie pas, donc je vais mettre 127.0 qui était la boucle locale, donc c'est l'adresse locale de la machine. Je vois que je suis sur la page de démarrage du serveur Apache, je n'ai absolument rien installé, mais j'ai vu que j'avais réalisé un fichier, j'avais déposé un fichier qui s'appelle info-index.php, ça doit être index. Voilà, donc j'ai le fichier info.php, donc qui ne fait pas grand chose, donc je suis désolé de cette erreur. Donc en fait il ne fait pas grand chose pour l'instant, qui me donne simplement les informations sur mon serveur. Donc je vois que mon serveur Apache fonctionne parfaitement bien, que le PHP est activé, et donc je vais pouvoir faire un certain nombre d'applications avec ma machine. Donc je vois que ici, donc malgré quelques difficultés avec ma configuration réseau, je vois que l'installation
est parfaitement opérationnel, ma machine est opérationnelle. Voilà, donc j'espère que malgré tout vous réussirez à faire cette installation. S'il y a des soucis, je pourrais éventuellement répondre, vous pouvez me contacter, je tenterai de répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt.